L'invité de ce Smart Impact, c'est Romain Linck. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur général de Ciel d'Azur Labs. Je veux bien que vous présentiez l'entreprise en quelques mots pour commencer. Oui, alors brièvement, Ciel d'Azur Labs. Alors brièvement, ça va être difficile parce que Ciel d'Azur Labs, c'est une société pionnière dans le monde de la bio, puisqu'elle a plus de 30 ans, fondée par Michel Touvron, qui est toujours à la tête de la société. Donc c'est une PME familiale. On est basé en Provence. Et on conçoit, fabrique et distribue des cosmétiques et des compléments alimentaires certifiés bio. Le bio, il est dans l'histoire de l'entreprise depuis le début. C'est-à-dire, elle s'est créée pour faire des cosmétiques bio. Non, ou alors c'est venu plus tard. Oui, l'entreprise n'a pas été créée pour faire des cosmétiques bio, mais l'engagement environnemental est dans l'ADN de la société depuis toujours. Donc il y a eu plusieurs vies et depuis pas mal d'années maintenant, c'est les cosmétiques et les compléments alimentaires qui ont pris le dessus. Oui. D'accord. Et vous dirigez l'entreprise depuis janvier 2018, c'est ça ? C'est ça. Avec une stratégie de durabilité, d'engagement en matière de développement durable. Est-ce que ça faisait partie de votre feuille de route en quelque sorte ? Totalement. Totalement. Ciel d'Azur sans la feuille de route de l'écologie, ce n'est pas Ciel d'Azur. Et alors ça a pris quelle forme ? Quel type d'action ? Beaucoup d'actions, puisque en réalité l'écologie, ça se construit dès le départ, au début, à la jeunesse de la société. Un exemple concret, il y a 10 ans, on a dû construire un bâtiment pour la fabrication de nos produits. Évidemment, ça s'est fait sous l'égide de l'écologie et de l'environnement, avec un bâtiment qui est labellisé bâtiment durable de Méditerranée. Est-ce que c'est la serre bioclimatique c'est encore autre chose, ça ? La serre est venue plus tard. D'accord. Bon, on en parlera un peu plus tard parce que je veux rester sur ce que vous faites et peut-être sur les produits, la matière première, les plantes sur lesquelles vous appuyez, et notamment l'aloès sauvage. Alors c'est quoi ça ? Ça a quelque chose à voir avec l'aloe vera ? Oui, non, c'est différent ? Ça n'a à voir qu'avec l'aloe vera que par le nom de la famille. C'est un aloès parmi d'autres. L'aloe vera est un aloès parmi d'autres. L'aloès sauvage, de son nom botanique aloe arborescent, c'est un petit peu plus dur à prononcer. C'est joli. C'est joli, mais alors quelles sont ses caractéristiques, ses qualités ? C'est une plante plus rustique. Qui a des feuilles différentes de l'aloe vera qu'on connaît très bien sur le marché et qu'on travaille aussi chez Ciel d'Azur. C'est une plante plus rustique, plus riche, et donc avec des produits finis, des produits pour le consommateur plus actifs. D'accord. Et avec qu'est-ce que vous recherchez comme qualité dans ces plantes pour ensuite donner de la valeur à vos produits cosmétiques ? Alors nous, la grande spécificité, c'est la maîtrise de notre chaîne d'approvisionnement. D'accord. C'est pareil, depuis le début de Ciel d'Azur, on travaille comme ça, on ne sait travailler que comme ça. Donc on maîtrise l'approvisionnement pour garantir à nos consommateurs que dans nos produits, il n'y a pas de produits de sous-qualité, c'est-à-dire de produits qui peuvent être chauffés, issus de poudre, reconstitués à base d'eau. Donc les aloés qu'on utilise, que ce soit l'aloe vera, l'aloe arborescent, l'aloe sauvage, c'est de l'aloe qu'on appelle natif, extrait uniquement de la plante, rien d'autre, on n'ajoute rien. Ok. Avec d'autres produits, il y a de l'argile, c'est ça aussi, dans certains de vos cosmétiques ? Oui, on a une spécificité, en fait, on a une gamme de produits qui est une association d'argile et d'eau thermale dans les mêmes produits. Ça forme ce qu'on appelle un péloïde et ça permet aux consommateurs de retrouver des soins qui peuvent suivre en cure thermale notamment. D'accord. Est-ce que on est forcément en innovation, en recherche et développement permanente quand on crée des cosmétiques ? Quand on crée des cosmétiques, pas forcément. Chez Ciel d'Azur, oui. Okay. Nous, c'est notre credo, c'est l'innovation. Ça veut dire que vous cherchez des nouvelles plantes, là, par exemple ? Oui, on cherche toujours des nouvelles plantes. Et notamment grâce à cette serre bioclimatique qu'on a en bas de l'usine chez nous en Provence. On cherche des nouvelles plantes et des actifs qui seraient dans ces nouvelles plantes. Alors, cette serre bioclimatique, parlons-en, elle fait quoi, 1000 mètres carrés, c'est ça ? Elle fait 1000 mètres carrés. Oui. Et quelles sont, là aussi, est-ce que vous pouvez nous la décrire ? En quoi elle est, parce que j'ai lu en préparant l'émission, vous dites elle est unique en France. En quoi elle est originale ? À ma connaissance, elle est unique en France parce que c'est un challenge de réussir ça, puisque nous sommes dans les Alpes d'Haute-Provence avec des hivers rigoureux. Et le challenge, c'était de faire pousser des plantes tropicales tout en respectant nos engagements environnementaux. C'est-à-dire pour nous, hors de question d'avoir une serre qui serait chauffée
avec du gaz Ouais. ou avec des tonnes de fuel par an. Donc elle est en autonomie énergétique, cette serre? Elle est en autonomie, elle est même reliée à notre bâtiment de production Mmh. et on récupère les calories qui sont dégagées par nos machines de fabrication. On récupère ces calories pour les injecter dans la serre l'hiver. Ok. Donc ça, plus la production photovoltaïque de cette serre, Ouais. on a une consommation d'électricité qui est inférieure à sa production. Et vous y cultivez quoi? Alors évidemment, j'imagine des variétés d'aloe sauvage, mais d'autres plantes aussi? Oui, d'autres plantes. On a une centaine de variétés d'aloès Oui. qui ont des formes, des aspects très différents. Mmh. Et puis d'autres plantes. On a des papayes, on a des bananiers, on a des goyaves, on a tout. C'est un écosystème tropical Mmh. assez unique en Provence, totalement unique même, je pense. Et le tout certifié bio, évidemment. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle du marché des cosmétiques naturels en France. Il représente environ 6,4% du marché global de la beauté dans notre pays. Est-ce que c'est alors on peut dire c'est modeste, oui, mais alors la question c'est est-ce que ça progresse rapidement ou pas? Ces dernières années, suite au Covid, le marché bio s'est fortement contracté. Également, parce que j'allais vous poser la question pour l'alimentaire, on l'a tous vu, mais pour les cosmétiques aussi. Encore plus. Ouais. Encore plus. Et ça a été assez nouveau pour le marché de la bio, c'est-à-dire que on pensait être sur un marché qui était relativement intouchable, qui survolait les crises les unes après les autres. Ouais. Là, ça n'a pas été le cas. Évidemment, on a été impacté par une réalité économique, une baisse du pouvoir d'achat. Et forcément, les consommateurs ont dû faire des choix. La cosmétique bio ne fait pas partie des incontournables pour une partie des consommateurs. Oui, alors il y a des consommateurs qui ont fait des choix sur les produits cosmétiques en général, même les produits d'hygiène parfois, et encore plus sur le bio, c'est ce que je comprends. D'accord. Oui. Mais pourquoi? Parce que c'est plus cher? C'est forcément plus cher? En tout cas, dans l'esprit du consommateur, c'est plus cher. Ouais. C'est pas forcément plus cher parce qu'on a bien vu au moment de l'inflation que, contrairement aux produits conventionnels, les produits bio sont restés plutôt stables. Et aujourd'hui, on a un marché de la cosmétique bio qui a des indices de prix qui sont tout à fait similaires au marché du conventionnel. Sauf qu'on a une image de produit cher qui n'est pas justifiée. Comment alors, donc, je reviens à la démarche globale de faire baisser l'impact, notamment l'impact carbone, mais pas seulement d'une entreprise comme la vôtre. Alors, on a eu l'exemple de la serre bioclimatique. Est-ce qu'il y a d'autres exemples de leviers que vous avez activés qui vous ont permis d'améliorer votre impact? Oui, nous on agit à tous les niveaux. Par exemple? À tous les niveaux. Comme je le disais tout à l'heure, sur la construction du bâtiment. Oui. Il y a 10 ans, quand on construit ce bâtiment, on est passé pour des ovnis parce qu'on a choisi cette certification. On était le seul bâtiment industriel à avoir cette certification. Aujourd'hui, on est très satisfait parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on fait des choix écologiques, c'est des choix sur le long terme et ça devient ensuite des choix économiques. Par exemple, ce bâtiment qui a une autosuffisance à hauteur de presque 50% au niveau électrique, quand les prix de l'électricité ont c'est ce que j'allais vous dire, quand ça vous a permis de passer la crise énergétique plus facilement. Plus facilement. Donc ça a été un levier. On a d'autres leviers, comme le choix des emballages éco-responsables, avec des tubes issus de canne à sucre, par exemple. L'utilisation de PET recyclables, mais déjà recyclés. Et tout un tas de politiques environnementales. Donc c'est vraiment une vision globale qu'on met, qu'on propose à nos clients. Avec aussi une démarche de compensation de vos émissions carbone, sous quelle forme? Tout à fait. On sait bien que malgré ces choix, on réduit nos émissions, mais on n'arrive pas à les éviter totalement. Donc on n'est pas dupe. C'est-à-dire que nous, on a choisi la compensation, non pas comme une excuse, mais oui, c'est souvent la critique qui est exprimée. Bon, voilà. Ça permet de continuer de polluer tranquillement, voilà. On compense. Tout à fait, c'est le greenwashing. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ouais. Non, là, c'est pas une échappatoire, c'est-à-dire que ça va dans la continuité de notre stratégie. Et pour ça, on a fait aussi une sélection rigoureuse des partenaires avec qui on a fait de la compensation. Alors, sous quelle forme? C'est quoi? C'est de la reforestation? Alors, c'est une partie de reforestation, mais qui a toujours été couplée aussi à des projets sociétaux. Donc, on a fait des reforestations, notamment en Afrique. C'est bien de planter des arbres, mais il faut aussi donner la possibilité aux communautés locales de pouvoir vivre d'autres choses.
Donc de là, on crée des filières pour leur permettre d'avoir des revenus autres que la déforestation. Vos produits, d'ailleurs, ils viennent d'où ? Parce qu'il y a cette serre bioclimatique, mais j'imagine que vous produisez pas tout ce que... Non. Voilà, donc ils viennent de très loin, forcément, ou pas ? Pas forcément. Oui. On a l'aloe vera qui vient du Mexique. Oui. C'est presque un reproche qu'on nous fait parfois, parce qu'on pourrait s'approvisionner sur l'Espagne, sauf qu'on n'a pas les quantités suffisantes en Espagne pour cela. Et puis, encore une fois, on compense l'intégralité de nos émissions, donc on a quand même un cercle vertueux aussi là-dessus, et on est en commerce équitable, donc on s'engage auprès de nos fournisseurs mexicains là-dessus. Et sur l'aloe arborescent, l'aloe sauvage, là, on a monté une filière, donc dans notre serre bioclimatique et aussi au Portugal. Merci beaucoup Romain Linck et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre débat. Et si la durabilité, elle ne dépendait pas seulement des directions RSE des entreprises ?